L'alerte a retenti sur mon téléphone, avec une tonalité aiguë et perçante qui a glacé toute la salle de conférence sécurisée. Un seul regard sur le flux de sécurité en direct sur mon écran, et le monde que j'avais passé des années à construire méticuleusement a tout simplement basculé sur son axe. Ma mère, de là, se tenait en plein milieu de mon appartement, soi-disant sécurisé, la lumière du soleil scintillant sur les lourds dossiers à sceaux rouges qu'elle venait de sortir de mon coffre-fort mural de qualité militaire. Elle ne paniquait pas. Elle n'avait pas honte. Elle souriait, brandissant les dossiers vers la caméra comme de vulgaires trophées. À côté d'elle, mon père Alden et mon jeune frère Méric souriaient jusqu'aux oreilles. J'étais à des kilomètres de là, dans les locaux d'un sous-traitant du département de la Défense, assistant en temps réel à la trahison ultime. Mon badge de sécurité pesait lourdement autour de mon cou, et je pouvais sentir mon pouls martelé dans ma gorge. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité hors de la pièce. Je me suis contenté de fixer les images en haute définition, et j'ai zoomé sur le visage de ma mère alors qu'elle articulait les mots qui allaient mettre fin à notre famille pour toujours. J'ai trouvé tes stupides dessins, a raillé maman, agitant les schémas hautement confidentiels directement devant l'objectif de la caméra, sachant que je vérifierais le flux. Méric a dit qu'il avait un acheteur. Tu dois une bouée de sauvetage à ton frère. Elle y croyait vraiment. Elle croyait que les règles du gouvernement fédéral, les lois de la nation, et la décence humaine la plus élémentaire ne s'appliquaient tout simplement pas à son précieux fils cadet. D'où écoutez-vous cette histoire en ce moment? Avez-vous déjà réalisé que parfois, les voleurs les plus dangereux dans votre vie ne sont pas des étrangers en passe-montagne, mais les personnes qui partagent votre nom de famille? J'étais assis là, dans cette pièce stérile éclairée au néon, entouré d'hommes et de femmes qui tenaient la sécurité du pays entre leurs mains, pendant que ma propre chair et mon propre sang traitaient la sécurité nationale comme un vide-grenier. Le coffre-fort qu'ils venaient de forcer au pied de biche était dissimulé derrière un faux panneau mural dans mon bureau à domicile. Il n'était pas destiné à contenir de la petite monnaie ou des bijoux. C'était un conteneur de stockage temporaire autorisé pour des matériaux de projet que j'auditais pour l'armée. Les documents qu'ils traitaient comme du papier brouillon étaient les plans structurels de base d'un système de défense hypersonique de nouvelle génération. Ils valaient environ 1 500 000 $ sur le marché noir, et ma famille les mettait nonchalamment dans un sac comme des restes de course. Ma respiration s'est ralentie, devenant froide et mesurée. J'ai regardé Méric, l'éternel enfant chéri, taper dans la main de notre père. Méric, un homme de 30 ans qui portait encore des vêtements de marque payés par le fonds de retraite de nos parents, qui s'amenuisait. Il avait l'air si incroyablement suffisant, si complètement sûr d'avoir résolu ses énormes problèmes financiers en pillant ma vie. Il n'avait absolument aucune idée du feu avec lequel il jouait. Il pensait que j'étais juste un ingénieur en structure, calme et ennuyeux, qui dessinait des lignes sur un écran toute la journée. Il pensait que mon travail était une blague, une voie inférieure comparée à la série sans fin de start-ups ratées et d'investissements tape à accent grave-l'œil en crypto-monnaie de Méric. L'application de sécurité sur mon téléphone affichait l'heure exacte, la date, et la preuve enregistrée de l'effraction fédérale. Je pouvais voir les épaisseaux de cire rouge sur les dossiers. Je pouvais voir les lettres noires et grasses et plans, top secret. Et pourtant, ma mère les a simplement fourrés dans son immense sac fourre-tout en cuir sans la moindre hésitation. Elle avait l'air si victorieuse, complètement convaincue d'avoir été plus maligne que son fils aîné, égoïste et ingrat. Pendant des années, j'avais ravalé ma fierté. J'avais gardé le silence pour préserver la paix. Je les avais laissés me marcher dessus, minimisant mes réussites pendant qu'ils érigeaient un autel aux illusions de Méric. Je m'étais convaincu que maintenir un semblant de famille valait ce manque de respect constant. Mais les voir violer ma maison, voler des biens fédéraux, et prévoir de les vendre pour couvrir les dettes auto-infligées de Méric a brisé la dernière illusion que je me faisais à leur sujet. Le cordon était coupé. Le lien familial n'était pas seulement brisé. Il était incinéré. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche. La colère que je ressentais n'était pas du genre brûlante et hurlante. C'était une colère glaciale. C'était le genre de colère qui construit des ponts, puis les fait sauter. Il pensait qu'il prenait juste quelques croquis sans valeur pour renflouer l'enfant chéri une fois de plus. Il pensait qu'il m'avait enfin remis à ma place. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'il venait de déclencher une chasse à l'homme au niveau fédéral, et que je tenais la gâchette. Pour comprendre comment mes parents ont pu si nonchalamment forcer mon coffre-fort et me voler, il faut comprendre le musée de la douleur qu'a été mon enfance. Dans notre maison,
il n'y avait de la place que pour une seule étoile, et cette étoile était Méric. J'étais simplement le ciel sombre destiné à le faire briller plus fort. J'étais l'enfant invisible, la bête de somme, celui dont on attendait qu'il soit complètement autonome pour que toutes les ressources de la famille puissent être canalisées vers les grands rêves illusoires de mon frère. Je me souviens très bien du premier grand artefact de ce musée. J'avais 18 ans. Pendant 4 ans, j'avais enchaîné des quarts de travail éreintants dans une quincaillerie locale, économisant chaque dollar que je gagnais pour payer mes frais de scolarité. Je gardais l'argent sur un compte d'épargne joint que mon père m'avait aidé à ouvrir quand j'étais mineur. 2 semaines avant le début de mon premier semestre, je suis allé à la banque pour retirer les fonds pour mes cours. La guichetière m'a regardé avec pitié et m'a dit que le solde était de 0. Mon père avait vidé le compte la veille. Quand je l'ai confronté, tremblant de colère et de panique, il n'a même pas levé les yeux de son journal. Il a juste soupiré comme si je le dérangeais. Il m'a dit que Méric avait besoin d'une voiture fiable pour sa dernière année de lycée. La voiture fiable s'est avérée être un coupé sport rouge cerise flambant neuf. « Tu es intelligent, avait dit mon père en agitant la main avec dédain. Tu peux obtenir des prêts. Tu peux te débrouiller. Ton frère a besoin de faire bonne impression. » C'est ce jour-là que j'ai appris que mon sang, ma sueur et mon avenir étaient complètement sacrifiables si cela signifiait donner à Méric un léger avantage dans sa vie sociale. Le deuxième artefact fut ma remise de diplôme. J'avais réussi à financer mes études d'ingénieur, en travaillant la nuit et les week-ends, survivant avec des nouilles instantanées bon marché et du café noir. J'ai été diplômé major de ma promotion. Pour la première fois de ma vie, j'ai demandé à mes parents de célébrer cet événement avec moi. Nous avions prévu un petit dîner dans un bon restaurant. J'ai acheté un costume bon marché. J'étais si fier. 1 heure avant le dîner, ma mère a appelé. Elle pleurait, mais pas des larmes de joie pour moi. Méric venait de rompre avec sa petite amie de l'université. Il était dévasté, affirmait-elle. Il ne pourrait absolument pas supporter de voir quelqu'un célébrer quoi que ce soit en ce moment. Il faut qu'on annule, sanglotait-elle au téléphone. Nous devons être là pour lui. Il est au plus mal. Tu comprends, n'est-ce pas? On pourra manger un burger la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Ils ne m'ont jamais payé ce burger. J'ai dîné seul dans mon studio exigu, regardant mon diplôme encadré pendant que ma famille réconfortait un jeune homme de 22 ans pour une rupture tout à fait banale. Et puis il y avait le troisième artefact, continue celui-là, la moquerie incessante de ma carrière. Quand j'ai décroché mon poste chez le sous-traitant de la Défense, c'était une réussite énorme. Le processus de vérification a duré plus d'1 an. L'habilitation de sécurité était rigoureuse. Mais comme je ne pouvais pas parler de ce que je faisais, mes parents ont supposé que j'étais un employé de bureau subalterne. Mon père adorait faire la loi lors des barbecues familiaux, nous comparant bruyamment. Méric est un visionnaire, annonçait papa, en frappant l'épaule de mon frère. C'est un entrepreneur. Il construit l'avenir. À ce moment-là, Méric avait déjà mis en faillite 3 startups différentes, gaspillant des dizaines de milliers de dollars de l'argent de nos parents. Mais pour eux, ce n'était que des revers mineurs sur la route d'une grandeur inévitable. Puis papa pointait sa bouteille de bière vers moi. Et, là-bas, il est assis dans un box, à taper sur un clavier et à dessiner des petites formes toute la journée. Rien de mal à une vie sûre et ennuyeuse, je suppose. Je hochais simplement la tête, la mâchoire serrée. Je ne leur ai jamais parlé des tests de charge structurelle que je réalisais pour les avions de chasse, ou des conceptions de blindage avancées que j'auditais. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Pour eux, Méric était le génie charismatique et j'étais la déception insipide qui refusait d'aider l'entreprise familiale. Leur favoritisme n'était pas seulement aveugle. C'était une maladie psychologique. Ils étaient terrifiés à l'idée que Méric échoue, car son échec signifierait que leur éducation était défaillante. Ils l'ont soutenu pour dissimuler leurs propres insécurités profondes. Tant que Méric paraissait réussir de l'extérieur, il se sentait réussi. Et mon indépendance, tranquille et stable, était un rappel constant et irritant qu'ils ne pouvaient pas me contrôler. Ils m'en voulaient de ne pas avoir besoin d'eux. Et ils m'ont puni pour cela en prenant tout ce qu'ils pouvaient pour le lui donner. J'ai toujours su qu'il manquait de limites. J'ai toujours su qu'il le favorisait. Mais en me tenant dans mon appartement, fixant l'espace vide derrière le faux mur,
je me demandais jusqu'où ils étaient prêts à aller pour protéger son ego fragile. Le vol n'était pas un acte de désespoir aléatoire. C'était le point culminant d'une crise familiale hautement calculée qui avait commencé exactement 4 jours plus tôt. Tout a commencé par ce que ma mère a appelé de façon dramatique un sommet familial d'urgence. J'avais reçu un message vocal frénétique et larmoyant de sa part, me suppliant de venir chez eux immédiatement. Contre mon meilleur jugement, j'ai conduit jusque là-bas, m'attendant à trouver quelqu'un à l'hôpital. Au lieu de cela, j'ai trouvé une scène tout droit sortie d'un feuilleton bon marché. Le salon sentait massivement le café rassis et les bougies à la vanille bas de gamme. Méric était affalé sur le canapé en cuir coûteux, la tête entre les mains, jouant parfaitement le rôle de la victime tragique. Sa femme, Bria, faisait les 100 pas, son maquillage épais coulant sur son visage entraîné sombre. Elle était pratiquement en hyperventilation, s'essuyant le nez avec un mouchoir froissé. Mes parents se tenaient au-dessus de Méric comme s'il était un soldat blessé. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, en gardant mes distances près de la porte. Bria s'est retournée brusquement, pointant un doigt tremblant vers moi. Il est ruiné. Nous allons perdre la maison, les voitures, tout. A-t-elle hurlé, sa voix résonnant contre le plafond voûté. Mon père a soupiré lourdement, se frottant les tempes. Méric a traversé une mauvaise passe, une très mauvaise passe. Certains de ses investissements en crypto-monnaie ont échoué. Le marché a changé de manière inattendue. Le marché a changé? Ai-je répété, la voix plate, ou bien a-t-il tout perdu au jeu? Méric s'est redressé d'un bond, le visage rouge de colère soudaine. C'était une affaire sûre. L'algorithme était parfait. J'avais juste besoin d'un peu plus de capital pour surmonter la baisse. Alors, j'ai pris une avance à court terme. Une avance à court terme, ai-je dit, traduisant son jargon d'entreprise. Tu veux dire un prêt? De qui? La pièce est devenue silencieuse. Même Bria a cessé de pleurer un instant. Ma mère a regardé le sol. Il a emprunté de l'argent à des prêteurs privés non vérifiés, a-t-elle chuchoté. Des usuriers, ai-je déclaré sans détour. Combien, Méric? C'est quoi le chiffre? Il a dégluti difficilement, refusant de croiser mon regard. 500. 500 $? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Un demi-million, a corrigé papa, sa voix tombant dans un registre bas et honteux. 500 000 $, plus les intérêts. Et ce ne sont pas le genre de personnes qui envoient des lettres de mise en demeure. Il le menace. Il menace Bria. J'ai senti l'air me manquer. Un demi-million de $. C'était une somme astronomique à perdre sur un pari stupide. Et pourquoi suis-je ici? Ai-je demandé, croisant les bras sur ma poitrine, sentant cette appréhension familière et lourde s'installer dans mon estomac. Ma mère s'est précipitée vers moi, saisissant mon avant-bras à 2 mains. Sa poigne était étonnamment forte, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Tu dois l'aider, Tu es son frère. Nous avons examiné tes finances. Ce bel appartement que tu as acheté en ville, il a beaucoup de valeur nette. Si tu prenais une deuxième hypothèque, ou peut-être un prêt personnel à haut rendement sur la propriété, tu pourrais effacer sa dette. Je l'ai regardé, luttant sincèrement pour comprendre l'audace pure de sa demande. Il voulait que j'hypothèque ma maison, le seul sanctuaire que j'avais entièrement construit par moi-même, pour rembourser un demi-million de $ à de violents criminels, parce que mon frère chéri voulait jouer aux faux investisseurs. Non, ai-je dit. Le mot était simple, sec et définitif. Papa s'est avancé, son visage se durcissant en ce masque familier d'autorité déçue. Nous ne demandons pas la charité, c'est un prêt. Méric te remboursera dès que sa prochaine entreprise décollera. La famille s'entraide. Je ne vais pas brûler un demi-million de $ pour sa stupidité, ai-je dit, ma voix s'élevant d'une fraction, la colère froide transparaissant enfin. Il a créé ce gâchis. Il peut en affronter les conséquences. Vendez son SUV de luxe. Vendez les sacs de créateurs de Bria. Vendez cette maison. Ne me demandez pas de ruiner ma vie pour lui. Bria a poussé un gémissement dramatique et s'est effondré sur le canapé. Méric me foudroyait du regard avec une haine pure et sans mélange. Tu as toujours été jaloux de moi, a-t-il crié, pointant un doigt accusateur.
Tu n'es qu'un type aigri et solitaire, assis dans un box. Tu veux me voir échouer. Je n'ai même pas daigné répondre. J'ai doucement mais fermement retiré les mains de ma mère de mon bras. Je m'en vais. Ne m'appelez plus à ce sujet. Alors que je tournais le dos et me dirigeais vers la porte d'entrée, la voix de ma mère m'a poursuivi, non plus suppliante, mais venimeuse. Tu es sans cœur, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant. C'est ta propre chair et ton propre sang. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Tu paieras pour ça. Je suis sorti dans l'air frais du soir, tirant la porte derrière moi. Je pensais que sa menace n'était que le délire désespéré et colérique d'une mère perdant le contrôle de son récit parfait. Je pensais que ce n'était que des mots. J'avais largement sous-estimé leur désespoir, et j'avais complètement échoué à anticiper qu'ils s'introduiraient réellement chez moi pour mettre cette menace à exécution. Après avoir visionné les images de sécurité dans la salle de conférence, mon superviseur m'a immédiatement renvoyé chez moi pour sécuriser les lieux. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents était un flou d'asphalte gris et de feux de freinage clignotants. Le ciel au-dessus de la ville était lourd de nuages sombres et meurtris, menaçant de pleuvoir. Mes mains serraient le volant en cuir si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'avais passé les 2 dernières heures à coordonner avec mon agence, à préparer le terrain pour ce qui devait être fait. Maintenant, j'avais besoin de les regarder dans les yeux. J'avais besoin de voir jusqu'où ils étaient tombés. Je me suis garé dans leur rue de banlieue immaculée. Le contraste était écœurant. Tout semblait si incroyablement normal, les pelouses manucurées, les lampadaires décoratifs, la sécurité tranquille du quartier. Le SUV noir ridiculement cher et surdimensionné de Méric était garé dans l'allée, bloquant l'accès au garage. À travers la grande baille vitrée de la salle à manger, je pouvais voir la lueur chaude et dorée du lustre. Je pouvais les voir, assis autour de la grande table en chêne. Je me suis garé dans la rue, j'ai coupé le moteur et j'ai remonté l'allée. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai poussé la porte d'entrée et suis entré dans le vestibule. La maison sentait intensément le steak grillé coûteux, l'ail rôti et le vin rouge riche. C'était un festin de célébration. Le son de leur rire flottait dans le couloir, léger et insouciant, complètement détaché de la réalité des crimes qu'ils venaient de commettre. Je suis entré dans la salle à manger, mes bottes lourdes produisant des bruits sourds sur le parquet. Les rires se sont tus instantanément. Bria a été la première à me voir. Elle s'est figée, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, un morceau de steak tremblant sur les dents. Méric a levé les yeux, son visage passant instantanément de la joie à une arrogance défensive. Mon père a arrêté de verser le vin, le liquide rouge foncé éclaboussant légèrement la nappe blanche. Eh bien, regardez qui a décidé de se montrer, a dit papa, retrouvant rapidement son sang-froid. Il a forcé un rire sonore et puissant qui sonnait entièrement faux. Prends une assiette, il y a plein de nourriture. Je n'ai pas bougé. Je me tenais au bout de la table, les yeux fixés sur le gros sac en cuir posé par terre, à côté de la chaise de ma mère. Maman s'est essuyé la bouche avec une serviette en lin. Un sourire suffisant et satisfait jouait sur ses lèvres. Elle a plongé la main dans le sac et en a sorti les lourds dossiers scellés. Elle les a jetés au centre de la table avec un claquement fort et méprisant. N'aie pas l'air si maussade, a dit de là, son ton dégoulinant de condescendance. Elle a agité la main au-dessus des documents. J'ai emprunté tes dessins. Tu as refusé d'aider ton frère, alors nous avons dû faire preuve de créativité. Méric a un contact, un investisseur étranger très riche dans la technologie qui cherche des idées conceptuelles pour un nouveau jeu vidéo. Il paie le prix fort pour des schémas originaux. J'ai regardé les épais seaux de cire rouge, les lourds codes-barres de suivi gouvernementaux imprimés sur les bords. Vous êtes entré par effraction dans mon appartement, ai-je dit, ma voix étonnamment calme, plus basse que d'habitude. Vous avez défoncé un coffre-fort mural en acier pour voler mes documents de travail. Papa a frappé la table de sa main, faisant trembler les verres à vin en cristal. Ne prends pas ce ton avec ta mère. Nous avons fait ce que nous devions faire. Les frères cédant tant de crises. Comme tu as décidé d'être complètement égoïste, nous sommes intervenus. Nous sommes une famille. Nous partageons le fardeau. Partager le fardeau ? Ai-je demandé, mes yeux se tournant vers Méric. Il coupait son steak, feignant de s'ennuyer de la conversation. Vous vendez mes biens volés pour rembourser un usurier. Méric a reniflé, mâchant bruyamment sa nourriture. Oh,
S'il te plaît, n'agis pas comme si c'était la Joconde. Ce sont juste de vieux plans d'architecture ou je ne sais quoi. Ils étaient dans une boîte, derrière un mur. Tu ne les utilisais même pas. Le type que je rencontre ce soir à l'hôtel va virer 300 000 $ sur mon compte d'ici demain matin. C'est assez pour me débarrasser des usuriers et verser un acompte sur une nouvelle voiture. Il a fait une pause, pointant son couteau à steak vers moi. Et honnêtement, tu devrais me remercier. Je transforme tes déchets en argent réel. Peut-être que je t'achèterai une belle montre quand tout ça sera fini. Je les ai regardés tous les trois. Ils étaient complètement isolés dans leur bulle d'arrogance et de sentiment de droit. Ils avaient justifié un grand larcin comme une petite faveur familiale. Ils croyaient sincèrement que, parce que j'étais juste leur fils calme et décevant, rien de ce que je possédais n'avait de réelle valeur. Ils pensaient que le monde fonctionnait selon leurs termes, où la survie de Méric était la seule loi qui comptait. Ils étaient sur le point d'apprendre que le monde réel se moque de leur dynamique familiale. La salle à manger semblait étouffante. L'odeur de la nourriture riche me donnait maintenant la nausée. J'ai regardé les dossiers posés à côté de la saucière. Les lettres en gras sur la couverture disaient « Distribution restreinte, département de la Défense ». J'ai fait un pas de plus vers la table. Je devais leur donner une dernière chance de reculer. Pas pour eux, mais pour ma propre conscience. J'avais besoin de savoir que j'avais tout essayé avant de faire tomber le couperet. Méric, ai-je dit, ma voix tranchant la tension comme un rasoir. Écoute-moi très attentivement. À qui exactement vends-tu ces documents? Quel est le nom de l'acheteur? Méric a levé les yeux au ciel, buvant une grande gorgée de vin. Ce ne sont pas tes affaires, C'est un intermédiaire pour un studio de développement à l'étranger. Un type nommé Victor ou quelque chose comme ça. Pourquoi ça t'intéresse? Tu te fais sauver de ton propre égoïsme. Regarde la couverture de ces dossiers, ai-je ordonné, mes yeux brûlants fixés sur lui. Regarde le sceau rouge dans le coin supérieur droit. As-tu la moindre idée de ce que ce sceau signifie? Mon père a soupiré, semblant épuisé par ma persistance. Assez de drame. C'est un cachet d'entreprise. Tous les bureaux en ont. Tu travailles pour un sous-traitant civil, pour l'amour du ciel. Arrête de faire comme si tu gardais l'or de Fort Knox. Ce n'est pas un cachet d'entreprise, ai-je dit, mon ton parfaitement plat. Et ce ne sont pas des concepts de jeux vidéo. Méric a ri, un son dur et grinçant. Il a tendu le bras sur la table et a attrapé le dossier du dessus. Tu dois toujours faire en sorte que tout paraisse si important. Toujours à essayer de jouer les grands. Avant que je puisse dire un mot de plus, Méric a saisi le bord du dossier et a arraché avec force le lourd seau de sécurité rouge en plein milieu. Le bruit du papier épais se déchirant était assourdissant dans la pièce silencieuse. C'était le son d'un crime fédéral commis juste sous mes yeux. Briser ce sceau d'inviolabilité spécifique sur un document classifié, par un civil non autorisé, était un crime fédéral automatique, passible d'une peine de prison fédérale obligatoire. Il a ouvert la couverture, exposant les schémas très détaillés et complexes du système de propulsion. Quel sceau rouge! A ricané Méric, jetant les morceaux de sceau déchirés sur son assiette à pain vide. C'est de la foutaise. Un tas de lignes et de maths. L'acheteur attend à l'hôtel du centre-ville dans 2 heures. Tu devrais être à genoux en train de me remercier d'avoir rendu ta vie ennuyeuse enfin rentable. De là a souri chaleureusement à Méric, lui tapotant la main. Il a raison, chérie. Nous faisons cela pour le bien de toute la famille. Une fois que Méric sera de nouveau sur pied, tout reviendra à la normale. Tu verras. J'ai regardé le seau déchiré sur l'assiette. J'ai regardé les plans exposés qui pourraient changer l'équilibre de la puissance militaire mondiale s'ils tombaient entre les mains d'un adversaire. Et puis j'ai regardé ma mère, mon père et mon frère. Le dernier fil d'obligation familiale s'est rompu. Il ne s'est pas cassé avec un grand craquement. Il s'est simplement dissous dans le néant. La colère a disparu, remplacée par une clarté profonde et glaçante. Ils n'étaient pas ma famille. Ils étaient une menace pour la sécurité nationale, et ils s'engageaient activement dans un acte de trahison pour rembourser une dette de jeu. J'ai levé la main et j'ai lentement boutonné ma veste de costume. J'ai lissé ma cravate. Chaque mouvement était précis, contrôlé. Je ne ressentais plus le besoin de discuter. On ne discute pas avec un bâtiment en feu. On appelle simplement les pompiers.
Tu as déchiré le sceau, ai-je dit doucement, énonçant un simple fait. Ouais, je l'ai déchiré. Et alors? A défié Méric, projetant le menton en avant. Rien, ai-je répondu. J'ai reculé d'un pas, m'éloignant de la table. Mes yeux étaient complètement vides alors que je balayais leur visage une dernière fois. Profitez de votre dîner. J'ai tourné les talons et suis sorti de la salle à manger. J'ai entendu mon père crier derrière moi. C'est ça, va-t'en. Boude comme tu le fais toujours. On t'appellera quand le chèque sera encaissé. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai ouvert la porte d'entrée et suis sorti dans la nuit glaciale. L'air froid m'a frappé le visage comme un coup, me ramenant à une concentration absolue. Il pensait que je battais en retraite, vaincu. Il pensait que je m'enfuyais pour lécher mes blessures. Mais alors que je descendais l'allée vers ma voiture, ma main cherchait déjà dans ma poche mon téléphone crypté. Je ne battais pas en retraite. Je me déplaçais vers un lieu sûr pour faire s'abattre sur leur tête la colère absolue du gouvernement des États-Unis. L'intérieur de ma voiture était glacial, mais je n'ai pas mis le moteur en marche pour allumer le chauffage. J'avais besoin du silence. Je me suis assis sur le siège du conducteur, garé à 2 rues de la maison de mes parents, caché dans l'ombre d'un grand chêne. La rue était calme, d'une perfection suburbaine, complètement inconsciente de la tempête massive qui était sur le point de s'abattre sur elle. J'ai sorti le lourd smartphone modifié qui m'avait été fourni par le département de la Défense. J'ai contourné l'écran standard et j'ai entré la séquence d'authentification multifacteur requise pour accéder aux lignes de communication sécurisées. L'écran brillait d'une lumière verte crue dans l'habitacle sombre. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas ressenti une seule goutte de remords. J'ai composé le contact d'urgence direct de l'agent spécial Corbin, l'enquêteur principal du bureau de l'inspecteur général du département de la Défense. La ligne a cliqué 2 fois, suivie d'une série de bips électroniques indiquant que la liaison cryptée était établie. Corbin, a répondu immédiatement une voix grave et rauque. Pas de salutation, pas de politesse. Ici l'analyste structurel principal est, ai-je dit, ma voix stable, sonnant plus comme une machine qu'un homme dénonçant sa propre famille. J'initie un code Crimson. Je répète, code Crimson. Il y a eu une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Le code Crimson était la désignation pour une violation confirmée d'actifs militaires de niveau 1, hautement classifiés. Protocole d'authentification, a exigé Corbin, sa voix baissant d'une octave, passant entièrement en mode tactique. J'ai récité mon code d'habilitation de sécurité alphanumérique et la phrase de passe rotative quotidienne sans la moindre hésitation. Authentification confirmée, a dit Corbin. Le son d'un clavier claquant rapidement en arrière-plan. Parle-moi, Qu'est-ce qui est compromis? Matériaux du projet Titan, ai-je répondu, fixant le pare-brise sur la rue vide. Plan complet de propulsion et de structure retiré de mon coffre-fort de stockage sécurisé secondaire à ma résidence principale. La frappe a cessé instantanément. Qui les a? Cible civile. 3 individus, ai-je déclaré, sentant le froid du volant contre mes jointures. Ils sont actuellement en possession des documents à une adresse résidentielle. Ils ont déclaré leur intention explicite de vendre les schémas à un intermédiaire étranger non identifié, opérant depuis le secteur du centre-ville ce soir. Le prix discuté était de 300 000 $ pour couvrir des dettes illicites. La voix de Corbin s'est tendue. C'était un agent chevronné, mais une violation de cette ampleur par des civils nationaux était rare. Je consulte le flux de sécurité de votre résidence maintenant. Les journaux montrent une entrée par effraction. Attendez. La reconnaissance faciale identifie les suspects. Il y a eu une pause lourde de sens. Le silence à travers le canal crypté semblait assez épais pour être coupé au couteau. Les principaux suspects sont répertoriés comme étant votre père, votre mère et votre frère cadet. Confirmé. Confirmé, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Elle ne s'est pas brisée. Cible 1, Alden. Cible 2, Dela. Cible 3, Méric. La cible 3 a déjà physiquement détruit les sceaux d'inviolabilité fédéraux sur les dossiers pour en inspecter le contenu. A dit Corbin, et pendant une fraction de seconde, l'agent fédéral a disparu, et il y avait une pointe de sympathie humaine dans son ton. Êtes-vous absolument certain de cela? Une fois que j'aurai appuyé sur ce bouton, je ne pourrai plus revenir en arrière.
La machine prendra le relais. C'est du ressort de la loi sur l'espionnage. Je suis certain, ai-je répondu froidement. Il planifie activement une transaction avec un agent étranger. Procédez avec le protocole opérationnel standard. Je vais transmettre leurs coordonnées exactes à votre terminal maintenant. Compris, a dit Corbin, son ton redevenant d'acier. N'entrez plus en contact avec eux. Maintenez une distance de sécurité. Je mobilise une équipe d'intervention tactique et je boucle la boucle avec la division de contre-espionnage du FBI pour intercepter l'acheteur à l'hôtel. Nous serons sur place à l'adresse résidentielle dans moins de 30 minutes. Bien reçu. Je maintiens ma position, ai-je dit. Restez en sécurité, est. Nous nous mettons en route. La ligne s'est coupée. J'ai baissé le téléphone et j'ai laissé échapper une longue et lente respiration. La condensation s'est formée dans l'air froid à l'intérieur de la voiture. Un étrange et profond sentiment de soulagement m'a envahi. Toute ma vie, j'avais porté le poids de leurs attentes, de leurs déceptions et de leurs exigences toxiques. Je m'étais plié en quatre, essayant d'être un bon fils pour des gens qui ne me voyaient que comme une ressource à exploiter. Mais alors que j'étais assis là, dans le noir, regardant mon téléphone transmettre les coordonnées GPS à la base de données fédérale, j'ai réalisé que j'étais enfin libre. Je n'avais plus à les protéger. Je n'avais plus à réparer leurs erreurs. Ils avaient choisi de franchir une ligne dont je ne pouvais et ne voulais pas les ramener. J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête et j'ai fermé les yeux, écoutant le silence assourdissant du quartier, attendant que les sirènes le déchirent. La suite du texte sera traduite dans le même style, en respectant les mêmes consignes de ponctuation, de ton et de fidélité au contenu. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez en ce moment. Chaque commentaire aide nos vidéos à atteindre plus d'auditeurs, et nous apprécions vraiment votre soutien. Je suis resté assis dans ma voiture, garé sous la canopée lourde et tentaculaire d'un chêne ancien, complètement enveloppé par l'obscurité glaciale et impitoyable d'une fin de nuit de janvier. Le moteur était éteint. Le chauffage était éteint. Le silence à l'intérieur de l'habitacle de mon véhicule était absolu, à l'exception du son rythmique et superficiel de ma propre respiration et du grincement occasionnel du volant en cuir que je serrais avec des jointures pâles et rigides. J'étais garé à seulement 2 rues de la maison de mes parents, caché dans l'angle mort des lampadaires de la banlieue, mais j'avais l'impression d'être en orbite autour d'une planète complètement différente. Le quartier autour de moi était l'image de la tranquillité de la classe moyenne supérieure, des pelouses manucurées couvertes d'une fine couche de givre scintillant, des lampadaires décoratifs projetant des flaques de lumière jaune chaude sur l'asphalte, et des maisons calmes où des familles normales se préparaient pour la nuit. C'était une scène paisible, complètement inconsciente de l'énorme tempête de niveau fédéral que je venais d'invoquer sur elle. Dans mon esprit, je pouvais voir exactement ce qui se passait à l'intérieur de cette salle à manger chaleureusement éclairée. À cette seconde même, je connaissais les schémas toxiques et prévisibles de ma famille comme ma poche. Méric devait faire les 100 pas sur le parquet coûteux, le torse bombé de cette fierté écœurante, arrogante et imméritée. Il devait tenir son téléphone à son oreille, arborant ses dents parfaites et chères, parlant à son soi-disant acheteur étranger. Il devait se vanter de la facilité avec laquelle il s'était procuré les schémas, complètement inconscient du fait que ces communications étaient probablement déjà interceptées, enregistrées et analysées par des agents du contre-espionnage fédéral. Bria devait être assise sur le canapé, parcourant des catalogues en ligne sur sa tablette, choisissant déjà les vacances de luxe qu'il prendrait dans les Caraïbes une fois les usuriers remboursés et l'argent excédentaire déposé en toute sécurité sur leur compte bancaire. Et mes parents, Alden et Della, devaient siroter leur vin rouge coûteux, se souriant à travers la table, se félicitant d'avoir élevé un fils cadet si ingénieux et brillant. Ils parlaient probablement de moi aussi. Ils discutaient probablement de la façon dont je finirais par surmonter ma petite crise de colère, comment je verrais finalement qu'ils avaient fait ce qu'il fallait pour la famille, et comment je devrais être reconnaissant qu'ils aient pris l'initiative de transformer mes dessins sans valeur en capital réel. J'ai appuyé ma tête contre la vitre froide de la portière du conducteur et j'ai fermé les yeux. La montée initiale d'adrénaline pure et aveuglante qui avait martelé ma poitrine lorsque j'avais passé l'appel sécurisé à l'agent spécial Corbin commençait à s'estomper. À sa place, une sensation étrange, creuse, mais incroyablement lourde s'est installée dans mes os. C'était le poids d'une décision finale et irréversible. Je repensais au tout premier jour où j'avais été embauché par le sous-traitant du département de la Défense.
Je me souvenais d'être debout dans une pièce austère et sans fenêtre d'un bâtiment gouvernemental hautement sécurisé à Washington, levant la main droite et prêtant le serment solennel de protéger et de défendre les États-Unis contre tous les ennemis, étrangers et nationaux. Quand j'ai répété ces mots, étrangers et nationaux, mon esprit avait évoqué des images de saboteurs d'entreprises obscures, de factions militaires renégates, ou d'espions internationaux. Pas une seule fois, dans mes pires cauchemars, n'avais-je imaginé que la menace nationale sur laquelle j'appellerais une équipe d'intervention militaire tactique serait ma propre mère, emballant des documents classifiés top secret dans son sac à main de créateur, pendant que mon père lui versait un verre de merlot. L'ironie tragique de tout cela était accablante. Toute ma vie, j'avais été le fiable, le silencieux, le fils qui n'a jamais demandé un centime, qui n'a jamais eu de problème avec la justice, qui a payé ses propres études d'ingénieur en travaillant de nuit, et qui a construit une vie respectable et honorable entièrement à partir de zéro. Pourtant, à leurs yeux, j'étais un échec cuisant parce que je ne possédais pas le charisme bruyant, tape à accent grave-l'œil, destructeur et finalement vide de mérite. Ils étaient prêts à sacrifier complètement ma carrière, ma liberté et tout mon avenir juste pour colmater les brèches du navire en perdition de Méric. Ils considéraient ma vie comme une case de pièces de rechange pour ces échecs sans fin. Mon téléphone crypté a vibré doucement dans le porte-gobelet, une impulsion courte et sèche qui a brisé le silence. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran lumineux. C'était un message texte sécurisé et lourdement crypté de l'agent spécial Corbin. Hôtel cible sécurisé. Acheteur intercepté et neutralisé avec succès. La division du contre-espionnage du FBI a actuellement l'agent étranger en détention fédérale. Les unités d'intervention tactique sont maintenant en position autour du périmètre résidentiel, en attente de votre confirmation finale pour lancer l'assaut. J'ai fixé les mots un long moment. C'était le point de non-retour. Une fois que j'aurais donné le signal, ma famille, telle que je la connaissais, cesserait d'exister. Mais alors je me suis souvenu du son de Méric déchirant le sceau de sécurité fédérale rouge. Je me suis souvenu du rire moqueur de ma mère. J'ai pris le téléphone et j'ai tapé en retour un seul mot définitif. Procéder. J'ai regardé l'horloge numérique qui brillait sur mon tableau de bord. Elle indiquait exactement 20h14. Les secondes s'écoulaient avec une lenteur angoissante. 57. 58. 59. 20h15. La rue de banlieue tranquille, qui dormait paisiblement quelques instants auparavant, était sur le point de devenir l'épicentre d'un raid fédéral. La partie était terminée. Le compte à rebours avait atteint 0, et l'illusion fragile de leur famille parfaite et intouchable était sur le point d'être brisée en 1 million de morceaux irréparables. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à retourner dans la fosse au lion une dernière fois. J'ai démarré le moteur de ma voiture, le rugissement sourd et soudain du moteur brisant le silence mort et glacial de l'habitacle. Je n'ai pas allumé les phares. Je suis passé en mode conduite et j'ai lentement fait avancer le véhicule dans la rue sombre, rampant vers la maison de mes parents comme un fantôme. Je me suis garé 2 maisons plus loin, j'ai coupé le contact et je suis sorti dans l'air hivernal mordant. Je voulais voir ça. J'avais besoin de voir ça. Après une vie entière à être humilié, minimisé et traité comme un citoyen de seconde classe dans ma propre famille, j'avais besoin d'assister au moment exact où leurs illusions toxiques entreraient violemment en collision avec la réalité absolue et sans compromis de la loi. J'ai marché jusqu'au bord de l'allée, mes bottes lourdes craquant doucement sur l'herbe couverte de givre, en prenant soin de rester hors de la ligne de vue directe. Je ne suis pas allé directement à la porte d'entrée. Au lieu de cela, je me suis déplacé silencieusement vers la grande fenêtre de la salle à manger, me tenant juste à l'écart du halo de lumière dorée intérieure. À travers la vitre claire, je pouvais voir qu'ils avaient complètement dépassé la tension de mon départ et étaient passés au dessert. Ma mère était debout au bout de la table, fredonnant un air joyeux en coupant une énorme part de riche gâteau au chocolat, la glissant dans l'assiette de Méric avec un regard d'adoration pur et sans mélange. Mon père était adossé à sa chaise, riant de bon cœur à quelque chose que Méric venait de dire, tenant un verre de scotch coûteux en cristal. Bria applaudissait, un sourire éclatant, avide et écœurant de triomphe plaqué sur son visage. Ils avaient l'air si incroyablement heureux, si victorieux, si complètement convaincus d'avoir déjoué le système et d'avoir assuré l'avenir de leur enfant chéri à mes dépens. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, laissant l'air glacial remplir mes poumons. J'ai monté les marches en bois du porche et j'ai poussé la lourde porte d'entrée. Elle s'est ouverte silencieusement vers l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de frapper.
Le bruit sourd et retentissant de la porte se refermant fermement derrière moi a parcouru le couloir. Les rires dans la salle à manger ont cessé instantanément, coupés comme si quelqu'un avait sectionné un fil. J'ai marché lentement dans la pièce, les mains enfoncées profondément dans les poches de mon manteau d'hiver sombre, mon expression complètement vide. Un masque de pure pierre. Eh bien, regardez qui a décidé de revenir en rampant, a ricané Méric, la bouche pleine de gâteaux au chocolat. Il a mâché bruyamment, avalant d'un trait avant de pointer sa fourchette en argent directement sur ma poitrine. Qu'est-ce qui ne va pas, eh? Il faisait un peu trop froid dehors pour toi? Ou bien t'es-tu assis dans ta voiture et as-tu finalement réalisé que tu voulais une part de l'argent après tout? Parce que laisse-moi te dire tout de suite, tu n'auras absolument rien. Tu as renoncé à ton droit à cet argent à la seconde où tu as piqué ta petite crise de colère et que tu es sorti. Mon père a soupiré lourdement, se frottant l'arête du nez avec une irritation exagérée. Il a posé son verre de scotch sur la table avec un cliquetis sec et sonore. Assieds-toi, eh. Arrête de jouer les martyrs dramatiques. Nous pouvons laisser toute cette vilaine affaire derrière nous. Admets simplement que ton frère savait ce qu'il faisait. Admets que tu as réagi de manière excessive et nous pourrons tous avancer comme une vraie famille. Ma mère n'a même pas pris la peine de me regarder. Elle était entièrement concentrée sur l'admiration du sac fourre-tout en cuir épais et coûteux posé par terre à côté de sa chaise. Le sac exact qui contenait les schémas de missiles hypersoniques volés et hautement classifiés. Il reste encore du gâteau dans la cuisine, a-t-elle dit, son ton dégoulinant de condescendance méprisante. Va te servir, mange-le, et arrête de bouder comme un enfant. Nous avons beaucoup à célébrer ce soir. Je suis resté parfaitement immobile au bout de la table, laissant leurs paroles glisser sur moi sans en absorber une seule goutte de leur poison. Je ne suis pas revenu pour une part de gâteau, ai-je dit, ma voix dangereusement douce, à peine au-dessus d'un murmure. Pourtant, elle portait un poids qui semblait faire chuter la température de la pièce. Et je ne suis pas revenu pour discuter avec l'un d'entre vous. Alors pourquoi diable es-tu là à nous fixer? A lancé Bria, levant les yeux au ciel et rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. Tu ruines complètement l'ambiance de fête. Je suis revenu, ai-je répondu, regardant directement dans les yeux arrogants et moqueurs de Méric, pour regarder. Méric a froncé les sourcils, ses sourcils épais se rejoignant dans la confusion, sa fourchette en argent suspendue à mi-chemin de sa bouche. Regardez quoi? De quoi tu parles, espèce de psychopathe? La réponse n'est pas venue de mes lèvres, mais de la rue calme à l'extérieur. Un rugissement soudain, assourdissant et terrifiant de lourds moteurs diesel a violemment brisé la nuit paisible de la banlieue. Ce n'était pas un seul véhicule. Cela ressemblait à un convoi blindé entier. La lueur chaude et réconfortante de la salle à manger a été brusquement et agressivement submergée par des flashs violents, stroboscopiques et aveuglants de gyrophares rouges et bleus déchirant les fins stores de la fenêtre. La maison entière semblait vibrer physiquement sous le poids mécanique pur de ceux qui se garaient rapidement sur la pelouse avant et bloquaient l'allée. Ma mère a eu un hoquet brusque, laissant tomber son couteau à gâteau en argent. Il a cliqueté bruyamment contre un plat de service en porcelaine, sonnant comme un coup de feu dans la pièce tendue. Qu'est-ce que c'est que ce bruit horrible? A-t-elle demandé, sa voix tremblante alors qu'elle regardait vers la fenêtre avant, sa confiance suffisante instantanément remplacée par la confusion. Mon père s'est levé si vite que sa lourde chaise en bois a raclé agressivement le parquet. Son visage est devenu complètement pâle, sa bravade patriarcale s'évaporant dans les airs. Est-ce que ce sont des voitures de police devant chez nous? Méric a sauté de sa chaise, abandonnant son gâteau, et a sprinté vers la fenêtre. Il a tiré les stores avec un geste frénétique. Son visage, habituellement si plein de couleurs arrogantes et suffisantes, s'est vidé pour devenir d'un blanc crayeux et maladif en une fraction de seconde. Il a reculé en trébuchant, renversant une chaise de salle à manger, ses mains s'élevant instinctivement en l'air comme s'il essayait de se rendre à un fantôme. À travers la vitre claire de la fenêtre, perçant l'obscurité de la nuit, 3 viseurs laser rouges et brillants se sont déplacés de manière stable sur la pelouse et se sont posés directement au centre de la poitrine de Méric. Avant que quiconque dans la pièce puisse même prendre une inspiration pour crier, une voix a retenti depuis le porche. Elle était amplifiée par un lourd mégaphone de qualité militaire, faisant vibrer les cloisons sèches et secouant les photos de familles encadrées accrochées dans le couloir. Marshals fédéraux. Ouvrez la porte immédiatement. Le coup qui a suivi ne ressemblait pas à des jointures humaines sur du bois.
Cela ressemblait à un bélier en acier massif frappant la lourde porte en chêne avec la force d'un train de marchandises. 3 coups massifs, retentissants et rythmés qui ont fait balancer et trembler violemment le lustre en cristal au-dessus de nos têtes. Les morceaux de verre tintant une mélodie chaotique et terrifiante. Bria a poussé un cri aigu et absolument terrifié et est tombé à genoux, se couvrant les oreilles avec des mains tremblantes. Mon père est resté figé sur place, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement comme un poisson suffocant à l'air libre, complètement incapable de former un seul mot cohérent. Ma mère est retombée lourdement dans sa chaise de salle à manger, les yeux écarquillés d'une horreur pure et paralysante, fixant le couloir sombre vers la porte d'entrée. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là, parfaitement calme, à les regarder. L'arrogance, le sentiment de droit illimité, la certitude totale et exaspérante qu'ils étaient intouchables et au-dessus des lois. Tout cela partait en fumée sous mes yeux en quelques secondes. Et la porte était sur le point de céder. La lourde et coûteuse porte d'entrée en chêne n'a pas simplement basculé. Elle a littéralement explosé vers l'intérieur. Le lourd pêne dormant en laiton a complètement éclaté le cadre de la porte en bois, envoyant des éclats de bois et de cloisons sèches voler à travers le carrelage de l'entrée. Le son était assourdissant, résonnant comme une démolition contrôlée à l'intérieur de l'espace confiné du foyer. Un flot massif d'hommes et de femmes vêtus d'un équipement tactique lourd, noir de jais, a déferlé dans la maison comme une marée sombre et irrésistible. Ils portaient des casques en Kevlar, des gilets pare-balles lourds, et des fusils d'assaut spécialisés. Sur leur poitrine et leur dos, en grosses lettres jaunes réfléchissantes, étaient inscrits les acronymes DODOIG et FBI. Ils se déplaçaient avec une précision militaire terrifiante, exercée et absolument impitoyable, se déployant rapidement dans le salon, la cuisine et le couloir, sécurisant instantanément chaque sortie et éliminant tout angle mort possible. Les mains en l'air, bien en vue. Personne ne bouge d'un pouce. A rugi un officier tactique massif, son arme levée et pointée directement sur le centre de la poitrine de mon père. Alden a levé les mains en l'air, ses genoux s'entrechoquant visiblement. Le fier patriarche de la famille était réduit à une masse tremblante. « S'il vous plaît, ne tirez pas. Nous n'avons aucune arme dans la maison. C'est une terrible erreur. » Bria sanglotait hystériquement sur le sol, recroquevillé en une boule serrée et pathétique sous la table de la salle à manger, criant quelque chose de complètement incompréhensible dans le tapis. Merrick était complètement adossé au mur du fond de la salle à manger, les mains plaquées à plat contre le papier peint coûteux peint à la main. Les points laser rouges des snipers extérieurs dansaient toujours de manière stable sur sa chemise blanche. Il était en hyperventilation, prenant de courtes inspirations saccadées, ses yeux balayant frénétiquement la pièce, cherchant désespérément une issue à un piège qui s'était déjà complètement refermé. À travers la mer intimidante d'équipements tactiques noirs et d'armes, l'agent spécial Corbin est entré nonchalamment dans la salle à manger. Il ne portait pas de casque en Kevlar ni de fusil. Il était vêtu d'un costume sombre, impeccable et bien taillé, son badge d'enquêteur fédéral en or pendant de manière proéminente et lourde à sa ceinture en cuir. Son visage était taillé dans le granit absolu. Ses yeux perçants balayaient la pièce chaotique avec une aura d'autorité totale et indiscutable. Ma mère a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine aligner une phrase complète. Elle s'est agrippée au bord de la table pour ne pas s'effondrer. « Officier, s'il vous plaît, vous devez m'écouter. Il y a eu un terrible malentendu ce soir. Nous sommes de bonnes personnes, respectueuses de la loi. Je suis la présidente de l'association de quartier. Nous n'avons rien fait de mal. » L'agent spécial Corbin a complètement ignoré son existence, passant devant elle comme si elle n'était qu'un meuble. Il a contourné les membres terrifiés et tremblants de ma famille et s'est arrêté directement devant moi. La pièce entière est tombée dans un silence tendu, lourd et suffocant, brisé uniquement par le son des sanglots étouffés et pathétiques de Bria sous la table. Les officiers tactiques ont maintenu leur position, statut d'intention létale. Corbin s'est redressé, a claqué ses chaussures polies l'une contre l'autre, a redressé les épaules et a exécuté un salut militaire impeccable et profondément respectueux, adressé uniquement à moi. Directeur de l'ingénierie, a dit Corbin, sa voix profonde et autoritaire portant clairement à travers la pièce silencieuse, résonnant contre les murs. Le périmètre est entièrement sécurisé. Nous avons intercepté avec succès votre signal de détresse d'urgence. L'agent étranger hostile qui tentait d'acheter les matériaux à l'hôtel du centre-ville a été appréhendé et est actuellement en détention fédérale. Le titre est resté suspendu dans l'air comme un poids physique et suffocant.
directeur de l'ingénierie. La mâchoire de mon père est littéralement tombée. Il a baissé les mains d'une fraction, me fixant, les yeux écarquillés d'un mélange de choc profond, de confusion et d'incrédulité totale. Directeur, a-t-il chuchoté, sa voix craquante et faible. De quoi est-ce qu'il parle? Tu ne fais que dessiner des formes sur un ordinateur. Je n'ai pas regardé mon père. Je ne lui devais aucune explication. J'ai gardé une posture rigide et j'ai fait à l'agent spécial Corbin un signe de tête bref, professionnel et reconnaissant. Merci pour la réponse rapide, agent Corbin. Les matériaux hautement classifiés compromis se trouvent actuellement à l'intérieur du sac fourre-tout en cuir marron, par terre, juste à côté de la suspecte en robe verte. Corbin n'a pas hésité. Il a fait signe à 2 agents lourdement armés près de la porte. Ils se sont immédiatement avancés, leurs bottes martelant le parquet, et ont sécurisé le sac de créateur de ma mère. L'un des agents s'est agenouillé, l'a ouvert avec précaution et en a sorti les dossiers épais et lourds. Il les a retournés, examinant les seaux de sécurité en cire rouge violemment déchirés. Il a inspecté le contenu interne un bref instant, puis a levé les yeux vers Corbin et a fait un signe de pouce levé. Matériaux principaux récupérés et sécurisés, a confirmé l'agent à voix haute. Corbin a finalement tourné son attention vers ma famille. Le profond respect qu'il m'avait montré a entièrement disparu en un instant, remplacé par un dédain froid, furieux et absolument terrifiant. Il les a regardés non pas comme des citoyens, mais comme des ennemis de l'État. Alden, de là Émeric, a annoncé Corbin, sa voix résonnant comme le tonnerre dans un canyon. Vous êtes tous actuellement en état d'arrestation pour le vol qualifié de biens gouvernementaux classifiés, l'espionnage industriel national, et la tentative de vente illégale d'actifs militaires à diffusion restreinte à un ressortissant étranger non enregistré. Méric a laissé échapper un gémissement pathétique et aigu, se décollant légèrement du mur. Non, non, attendez. Vous ne comprenez rien. C'était juste des dessins. Mon frère dessine des concepts de jeux vidéo stupides pour gagner sa vie. C'était juste une blague inoffensive pour avoir de l'argent rapidement pour rembourser un prêt. C'est un différend familial. Corbin s'est approché de Méric, envahissant complètement son espace personnel, le dominant de toute sa hauteur. Des concepts de jeux vidéo? A répété Corbin, son ton empreint d'un venin absolument acide. Espèce d'imbécile arrogant et incroyablement ignorant. Les documents que vous avez nonchalamment volés d'un coffre-fort sécurisé par le gouvernement fédéral cet après-midi sont les plans structurels de base et de propulsion avancés d'un système de missiles balistiques hypersoniques de nouvelle génération. Corbin a fait une pause, laissant le poids pur et terrifiant des mots s'installer avant de porter le coup de grâce final. Ils sont évalués par le département de la Défense à exactement 1 500 000 $. Et vous avez intentionnellement détruit les sceaux de sécurité fédéraux pour les regarder. Vous n'avez pas commis un différend familial. Vous avez commis un acte de trahison contre les États-Unis d'Amérique. Le silence qui a suivi était absolu et assourdissant. L'ampleur de ce qu'ils avaient réellement fait, l'échelle insondable et catastrophique du crime qu'ils pensaient n'être qu'une faveur familiale mineure et justifiable, s'est finalement abattue sur leur tête comme un bâtiment qui s'effondre. Les genoux de mon père ont fléchi, et il s'est effondré lourdement dans sa chaise de salle à manger, se tenant la poitrine d'une main tremblante, haletant, comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Bria a poussé un long cri perçant de sous la table avant de s'évanouir complètement, s'affaissant sur le parquet dans un tas de tissus coûteux. Émeric, l'enfant chéri, l'entrepreneur invincible qui ne pouvait faire aucun mal, a baissé les yeux sur son pantalon de créateur coûteux. Une tache sombre et humide s'étalait rapidement sur sa jambe, formant une flaque autour de ses chaussures en cuir. Il venait de se faire dessus de pure terreur. Il a glissé lentement le long du mur, repliant ses genoux fermement contre sa poitrine, pleurant de manière incontrôlable comme un bambin terrifié qui vient de réaliser que les monstres étaient réels. Ils avaient passé toute ma vie à penser que mon existence était une blague. Ils avaient pensé que mon travail était sans valeur, ennuyeux et indigne d'eux. Ils regardaient maintenant directement le monde réel, et ils découvraient que le monde réel était complètement et totalement impitoyable envers ceux qui enfreignent ses règles. Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire jusqu'ici. Si vous êtes toujours là, veuillez laisser un commentaire avec la phrase exacte « Je suis là ». C'est le code secret pour nos auditeurs les plus dévoués, et je promets de mettre un cœur et de répondre à chaque commentaire qui inclut « Je suis là ». Les agents tactiques sont intervenus avec une efficacité rapide, brutale et totalement dénuée de sympathie. Le son métallique,
lourd et cliquetant des menottes fédérales se refermant violemment a rempli la salle à manger autrefois festive. Clic, clic, clic. C'était une symphonie froide et mécanique de la justice enfin rendue. Un agent massif a attrapé Méric par l'épaule, le relevant brusquement. Il lui a tiré les bras agressivement derrière le dos. L'enfant chéri a poussé un cri de douleur aiguë, son visage tordu par l'agonie alors que l'acier froid mordait profondément dans ses poignets, mais l'agent n'a pas desserré sa prise d'1 pouce. Un autre officier lourdement armé a soulevé mon père de sa chaise. Alden n'a pas résisté. Il n'a opposé absolument aucune résistance. Il avait l'air complètement vaincu, vidé de l'intérieur, fixant le sol d'un air absent pendant qu'on lui lisait ses droits d'une voix rapide, monotone et totalement indifférente. 2 agents tactiques féminines et sévères se sont approchés agressivement de ma mère. De là à reculer, heurtant durement le bord de la table, les mains levées dans un déni frénétique, sauvage et désespéré. Non, non, vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis un membre respecté de cette communauté. J'organise le club de lecture du quartier tous les mardis. Je fais des dons au fond de la police locale. C'est ma maison et vous n'avez pas le droit de me traiter comme une criminelle. Madame, mettez vos mains derrière le dos, tout de suite, a ordonné l'agente, son ton complètement plat, n'admettant absolument aucun argument ni retard. De là s'est jeté vers moi, les yeux fous et hagards, son mascara coûteux coulant en épaisse rivière sombre sur ses joues pâles. Elle ressemblait à un animal acculé. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, a-t-elle crié, sa voix se déchirant, résonnant durement contre les murs. Dis-leur. Dis-leur tout de suite que c'est une énorme erreur. Dis-leur que nous sommes une famille. Tu ne peux pas rester là et les laisser emmener ta propre mère menottée. Je t'ai donné la vie. Je t'ai élevé. Je t'ai mis un toit sur la tête. Je suis resté là, les mains toujours nonchalamment enfoncées dans les poches de mon manteau d'hiver, ma posture complètement détendue. J'ai regardé la femme qui avait passé les 30 dernières années à privilégier constamment son propre ego fragile et les illusions destructrices sans fin de son plus jeune fils, au détriment de mon humanité et de mon bien-être fondamentaux. J'ai regardé la femme qui, avec joie et sans le moindre remords, était entrée par effraction chez moi, avait volé mon travail classifié et s'était moquée de moi quelques heures plus tôt. Tu as tout à fait raison, maman, ai-je dit, ma voix coupant sans effort ses sanglots hystériques, sonnant incroyablement calme, égale et totalement dépourvue de toute sympathie ou émotion. La pièce entière a semblé s'arrêter pendant une fraction de seconde. Les yeux de ma mère se sont écarquillés avec une étincelle soudaine, désespérée et frénétique d'espoir. Les larmes se sont momentanément arrêtées. Elle pensait vraiment, même maintenant, que j'allais la sauver. Elle pensait que la vieille dynamique familiale toxique, où et encaisse le coup, nettoie le gâchis et se sacrifie pour la famille, était sur le point de s'enclencher une dernière fois. Mon erreur a été de garder ces documents hautement classifiés dans un coffre-fort chez moi, où des voleurs pouvaient y accéder, ai-je continué, mes yeux fixés droit dans les siens, regardant l'espoir commencer lentement à tourner. Mon erreur a été de penser bêtement que partager le même sang signifiait que vous aviez ne serait-ce qu'une once microscopique de loyauté ou de décence. Mais la trahison, briser des sceaux fédéraux, tenter de vendre des secrets de sécurité nationale à un agent étranger juste pour rembourser l'usurier d'un joueur dégénéré. Je me suis penché en avant d'1 pouce, m'assurant qu'elle entendait chaque syllabe. Cette trahison est entièrement la vôtre. Vous avez mérité chaque seconde de ce qui va suivre. Profitez bien de la prison fédérale. L'étincelle d'espoir dans ses yeux est morte instantanément, violemment remplacée par un désespoir profond, sans fond et suffocant. Les 2 agentes lui ont saisi les bras, la retournant brutalement et lui passant les lourdes menottes fermement autour des poignets. Elle ne se débattait plus. Elle sanglotait simplement, un son brisé, les gutturales qui résonnaient pitoyablement contre les hauts plafonds coûteux de sa parfaite maison de banlieue. Évacuez les lieux immédiatement, a ordonné l'agent Corbin, reculant et parlant dans sa radio d'épaule. Nous avons besoin d'une analyse forensique complète de toute la propriété. Tout doit être emballé et étiqueté comme preuve. Sécurisez le périmètre. Ils ont fait sortir ma famille par la porte d'entrée, un par un. Je les ai suivis lentement, enjambant avec précaution le bois éclaté du cadre de la porte brisée. Toute la rue à l'extérieur était vivement éclairée par les gyrophares chaotiques rouges et bleus de plus d'une douzaine de véhicules fédéraux. Les voisins se tenaient sur leur pelouse couverte de givre, emmitouflés dans des manteaux d'hiver et des peignoirs, pointant du doigt, chuchotant frénétiquement les uns aux autres,
tenant leur smartphone lumineux pour enregistrer le spectacle incroyable de la famille parfaite du quartier emmenée enchaînée. Méric, Alden et Della ont été poussés agressivement à l'arrière de 3 SUV noirs blindés distincts. L'enfant chéri sanglotait si fort qu'il s'étouffait physiquement avec ses propres larmes. Mon père gardait la tête baissée, essayant désespérément de cacher son visage aux regards insistants et jugeurs de ses voisins. Ma mère m'a regardé une dernière fois à travers la vitre teintée et renforcée du véhicule. Son visage était tordu dans un mélange horrible de haine pure et de terreur absolue et paralysante. Je n'ai pas fait de signe d'adieu. Je n'ai pas détourné le regard par culpabilité. J'ai juste regardé avec une froide satisfaction les lourdes portes en acier se refermer, les scellant fermement à l'intérieur de la réalité cauchemardesque qu'ils avaient si arrogamment construite pour eux-mêmes. L'agent spécial Corbin s'est approché de moi, croisant les bras sur sa poitrine alors que le convoi blindé commençait à descendre lentement la rue, leur sirène hurlant dans la nuit. Vous avez fait ce qu'il fallait aujourd'hui, eh. S'ils avaient réussi à remettre ces schémas à cet acheteur étranger, les dommages à notre infrastructure de défense nationale auraient été absolument catastrophiques. Vous avez stoppé une brèche de sécurité majeure et sans précédent. Je sais, ai-je dit doucement, regardant les feux arrière rouges s'estomper au loin, disparaissant au coin de la rue. Nous bouclons officiellement cette maison, m'a informé Corbin, désignant les agents qui scellaient la porte d'entrée avec du ruban de scène de crime jaune vif. C'est une scène de crime fédéral maintenant. Les usuriers à qui votre frère doit un demi-million de dollars sont également en train d'être activement arrêtés par le FBI au moment où nous parlons. Votre famille va en prison pour très, très longtemps. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Bien, ai-je répondu, et je le pensais de toutes les fibres de mon être. Je me suis retourné, je me suis éloigné des lumières clignotantes et je suis remonté dans ma voiture. L'air glacial de l'hiver semblait entièrement différent maintenant. Il ne semblait plus mordant, dur ou oppressant. Il semblait incroyablement propre, vif et pur. C'était comme si je respirais vraiment de l'oxygène pour la toute première fois en 30 ans. J'ai démarré le moteur, j'ai passé la vitesse et je me suis éloigné des décombres fumants de ma famille toxique, sans jamais regarder une seule fois dans le rétroviseur. Les gens pensent souvent que le système judiciaire avance incroyablement lentement, embourbé dans des formalités administratives sans fin. C'est peut-être vrai pour les vols mineurs ou les litiges civils. Cependant, cette règle ne s'applique absolument pas lorsque vous commettez des crimes graves et prémédités contre le gouvernement fédéral, impliquant des actifs militaires classifiés. Dans ce cas, le système avance avec une vitesse terrifiante et implacable, et une cruauté absolue qui ne laisse aucune place à la négociation. Exactement 6 mois plus tard, le procès fédéral s'est terminé. Ce ne fut pas un grand spectacle médiatique, principalement parce que le juge fédéral qui présidait a lourdement scellé la salle d'audience et a imposé le silence à la presse pour des raisons strictes de sécurité nationale. Les preuves présentées par l'accusation étaient accablantes, totalement irréfutables et complètement indéniables. Ils avaient les images de sécurité en haute définition et horodatées de mon appartement, montrant clairement leur visage. Ils avaient les sceaux de sécurité fédéraux rouges, physiquement déchirés, avec les empreintes digitales de Méric partout. Ils avaient des heures d'appels téléphoniques cryptés enregistrés entre Méric et l'agent infiltré du FBI qu'il croyait être un riche acheteur étranger. L'avocat de la défense coûteux et désespéré de ma famille a tout essayé. Il a tenté de plaider l'ignorance profonde, affirmant qu'ils n'étaient que de simples banlieusards qui ne comprenaient pas la véritable valeur géopolitique des documents. Le juge, un magistrat fédéral sévère et pragmatique, avec une tolérance zéro pour la trahison, a failli expulser l'avocat de la salle d'audience en riant. L'ignorance délibérée n'est absolument pas une défense juridique valable pour l'espionnage et la distribution non autorisée de secrets d'État. Lorsque les sentences finales ont été prononcées un mardi matin pluvieux, la réalité froide et dure a finalement écrasé les pathétiques illusions auxquelles ils s'accrochaient encore. Méric, le brillant entrepreneur, l'intouchable enfant chéri qui ne pouvait soi-disant faire aucun mal, a été officiellement condamné à 20 ans dans un pénitencier fédéral de haute sécurité pour vol d'informations classifiées, destruction de biens gouvernementaux et tentative d'espionnage. Lorsque le juge a frappé de son marteau et a lu la sentence à voix haute, Méric s'est littéralement effondré sur le sol de la salle d'audience. Il a gémi comme un nourrisson, criant et suppliant nos parents de faire quelque chose pour le sauver, pour arranger les choses comme ils l'avaient toujours fait. Mais ils étaient impuissants. Ils ne pouvaient même pas se sauver eux-mêmes. Alden et Della ont été officiellement reconnus coupables de complot fédéral, d'aide et de complicité de crimes, et de possession de biens gouvernementaux volés. En raison de leur âge avancé et de leur absence totale de casier judiciaire,
le juge leur a épargné de passer des décennies derrière les barreaux. Mais il a systématiquement et totalement détruit leur vie. Ils ont été condamnés à 5 ans de probation fédérale stricte. De plus, dans le cadre de la phase de restitution et de sanction, le tribunal a autorisé la saisie complète de leurs biens. Le gouvernement a confisqué leurs belles maisons de banlieue, a vendu aux enchères leurs véhicules de luxe, et a entièrement liquidé leurs économies et leurs pensions de retraite pour couvrir les amendes fédérales massives associées à la brèche de sécurité. La maison parfaite avec le lustre en cristal et la cave à vin avait disparu. Ils ont été contraints de déménager dans un minuscule appartement d'une chambre, délabré et incroyablement exigu, du mauvais côté de la ville, survivant entièrement grâce à de maigres allocations de sécurité sociale et des bons d'alimentation, marqués à jamais comme des criminels fédéraux. Quant à Bria, elle a fait exactement ce que fait un parasite lorsque l'organisme hôte meurt soudainement. Elle a demandé un divorce accéléré exactement 3 jours après l'arrestation de Méric dans la salle à manger, a emballé tous ses vêtements de créateur et ses sacs à main coûteux, et a déménagé à l'autre bout du pays, coupant complètement tous les liens avec la famille et laissant Méric pourrir seul. J'étais assis tranquillement au dernier rang de la galerie pendant toute la phase de détermination de la peine. Je portais un costume sombre parfaitement taillé. Je m'asseyais parfaitement droit, les mains soigneusement croisées sur mes genoux. Lorsque mes parents ont finalement été conduits hors de la salle d'audience par les huissiers, ils semblaient avoir 50 ans de plus. Mon père était sévèrement voûté, s'appuyant lourdement sur une canne en bois, son étincelle arrogante complètement éteinte. Les cheveux de ma mère étaient devenus complètement gris, ses yeux vides, creux et dépourvus de vie. Ils n'ont même pas osé regarder dans ma direction en passant. La honte lourde et écrasante était tout simplement trop lourde à porter pour eux. Ma vie, en revanche, a évolué dans la direction exactement opposée. Ma gestion calme et calculée de la situation, et mon refus absolu et inébranlable de compromettre la sécurité nationale au nom d'une loyauté familiale toxique ont immédiatement attiré l'attention des plus hauts niveaux du département de la Défense. J'ai été rapidement promu conseiller principal en sécurité pour toute la division de la Côte Est. On m'a accordé une augmentation de salaire massive qui a changé ma vie, une équipe d'analystes dédiés sous mon commandement, et une mention élogieuse officielle directement du Pentagone pour bravoure et intégrité. J'ai immédiatement vendu mon ancien appartement. Voulant un nouveau départ, j'ai utilisé l'argent, ainsi que mon nouveau salaire substantiel, pour acheter un superbe pantouse de luxe, hautement sécurisé, surplombant la ligne d'horizon scintillante de la ville. Le bâtiment est une forteresse. Il nécessite un scanner rétinien biométrique et un accès par carte clé juste pour entrer dans l'ascenseur privé. Ma nouvelle maison est belle, calme et impeccable. C'est un sanctuaire impénétrable où je suis le seul à détenir les clés et où personne ne peut jamais entrer sans y être invité. Parfois, je me tiens près des immenses baies vitrées tard dans la nuit, tenant un verre de très bon whisky très cher, regardant la mer infinie de lumière de la ville en contrebas. Je pense à la maison chaotique, bruyante, manipulatrice et incroyablement toxique dans laquelle j'ai grandi. Je pense au dénigrement quotidien constant, au vol flagrant, et à l'arrogance pure et aveuglante de personnes qui croyaient vraiment posséder mon succès et ma vie. Et puis je ferme les yeux et j'écoute simplement le silence de mon pantouse. Ce silence me semblait incroyablement solitaire quand j'étais enfant. J'avais l'impression d'être délibérément ignoré et mis de côté. Mais maintenant, le silence ressemble à une paix absolue et ininterrompue. Il a exactement le goût de la victoire. Les gens dans la société aiment souvent dire que les liens du sang sont plus forts que tout. Ils proclament haut et fort que la famille est tout, et que vous devez toujours soutenir vos proches quoi qu'ils fassent. Mais j'ai appris à la dure que partager un ADN n'est absolument pas un laissez-passer pour trahir, voler, manipuler et détruire. Le sang n'est certainement pas une licence pour la trahison. Je préférerais de loin être le fils invisible et décevant, vivant tranquillement avec mon intégrité intacte, qu'une marionnette piégée à jamais dans leur pièce de théâtre criminel et toxique. Beaucoup de mes parents éloignés m'ont traité avec colère de sans-cœur et d'impitoyable pour avoir envoyé ma propre chair et mon propre sang faire face à des accusations fédérales. Ils disent que j'aurais dû simplement assumer l'énorme dette pour maintenir la paix. Qu'en pensez-vous? Ai-je fait ce qu'il fallait en protégeant mon pays, ma carrière durement gagnée et mon avenir? Ou aurais-je dû sacrifier toute ma vie pour sauver mon frère ingrat de ses propres erreurs catastrophiques? Faites-moi part de vos pensées honnêtes ci-dessous dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce voyage captivant, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire dramatique et émouvante de Reddit de notre chaîne.